Depuis quelques années, Dead by Daylight célèbre chaque nouvelle année par un événement organisé par les développeurs pour marquer l'occasion. Jusqu'à l'année dernière, la mascarade pervertie était proposée. Pour les 10 ans de Dead by Daylight, les développeurs ont préféré innover en mettant Trix de côté et en proposant un banquet festif. Pourtant, cette idée s'est rapidement transformée en une expérience décevante, trop élaborée et sans saveur. Aujourd'hui, examinons en détail les différences entre ces deux événements, leurs enjeux et les raisons de leur évolution, et pourquoi cet événement compte parmi les moins bien réussis que Dead by Daylight ait connus. La mascarade constituait un événement majeur et attendu chaque année en raison de son ambiance festive, de ses cosmétiques innovants et de la présence de Trix. Malgré plusieurs défauts, cet événement rompait nettement avec la routine des parties classiques, notamment grâce aux invitations, qui proposaient une nouvelle manière de jouer des deux côtés. Mais surtout grâce au système de défis in-game. Ces défis s'accomplissaient en réparant un générateur ou en accrochant un survivant, puis offraient ensuite un modificateur mineur parmi divers effets, soit instantané, mise à découvert, coffre de fête, rapidité accrue, et bien d'autres. Ce mode donnait réellement l'illusion d'un tout nouveau jeu, et représente pour moi l'un des événements les plus réussis et les plus plaisants que le jeu ait connu. Cependant, Trix a fait ses adieux et nous a définitivement quittés, alors quand Behavior annonce un tout nouveau mode de jeu pour l'anniversaire, la communauté entière nourrit de grandes attentes. Comment ce mode différera-t-il de l'ancien? Sera-t-il à la hauteur de la mascarade? Lorsque le mode est sorti sur les serveurs live, il a eu l'effet d'un pétard mouillé. L'événement s'est présenté tel quel. Sur la carte, plusieurs chariots de banquet ont été répartis. Les survivants peuvent prendre un plat sur ces derniers, le manger pour obtenir un effet personnel selon le plat, ou l'apporter sur une table de banquet, afin qu'une fois que 4 plats y soient déposés, l'équipe survivante récupère un état de santé et bénéficie d'un effet partagé. Le tueur, quant à lui, dispose de 4 fioles de poison qu'il peut lancer sur les survivants pour les ralentir ou empoisonner les chariots et tout autre élément interactif. Avec tout cela, il est naturel de constater que les deux événements s'inscrivent dans des temporalités différentes. Il n'existe vraisemblablement aucune similitude entre les deux événements, et cela se remarque jusqu'à l'équilibrage. La principale difficulté majeure de ce mode réside dans le déséquilibre extrême qu'il génère. Jamais un mode n'a autant favorisé une équipe en affaiblissant complètement l'autre. Pour analyser cette problématique, il convient d'examiner en détail les plats de banquet, classés du meilleur au pire selon mon avis. Les pieds farcis. Consommer ce plat procure un gain de vitesse semblable à un sprint burst sur demande. Les actions comme réparer un générateur ou soigner un coéquipier s'exécutent plus rapidement. Lorsqu'une table de banquet réunit 4 assiettes de pieds farcis, toute l'équipe bénéficie des effets suivants. Un état de santé rétabli, une vitesse de déplacement accélérée aux côtés des autres survivants et des actions plus rapides. Selon moi, ce plat reste le plus facile à contrer en tant que tueur. Bien qu'il ne soit pas simple en réalité, il repose sur des mécanismes déjà présents dans le jeu, comme les avantages à épuisement. Sa faculté à le contrer vient de l'habitude acquise à affronter ces mécanismes. Les pâtes crémeuses. Lorsqu'un survivant consomme ce plat, il devient immunisé contre toute attaque et perçoit l'aura des palettes et des points de saut à proximité. Quand une table de banquet est complète, tous les survivants récupèrent un niveau de santé. Les palettes abaissées deviennent incassables et ils peuvent reconstruire les palettes déjà cassées en version fragile. Ce plat occupe la deuxième place la moins défavorable de cette liste. Certes, l'immunité des survivants peut sembler difficile à gérer, mais avec un bon timing, il reste possible de le frapper assez facilement. De plus, après avoir consommé ce plat, les survivants se sentent invincibles et jouent de manière imprudente. Ce classement s'explique par la possibilité de recréer ou de redresser des palettes, mais surtout par le fait qu'elles deviennent incassables pour le tueur, notamment sur God Palette. Autant dire que si vous ne choisissez pas un tueur capable de se téléporter,
il faudra changer sa cible, car vous risquerez de vous retrouver bloqué. Le pire, selon moi, est le camembert au four. Sur la carte, 4 portails deviennent accessibles aux survivants comme aux tueurs. Lorsqu'un survivant consomme l'un de ces plats, il bénéficie de l'effet suivant. Il devient invisible aux yeux du tueur, ce qui vous donne un avantage significatif. Une fois les 4 plats réunis lors d'un banquet, les survivants récupèrent de la santé, peuvent emprunter les portails et à la sortie, bénéficient d'une invisibilité tout en recevant un objet aléatoire. Il est aussi important de noter que les portails vous téléportent aléatoirement sur la carte, en plus de l'invisibilité. Avec ce plat, on a presque la certitude que Behavior déteste les tueurs au plus haut point. Qui chez Behavior a jugé pertinent et équilibré d'ajouter une telle mécanique au jeu? Il est normal après tout cela de penser que les tueurs auraient dû disposer de mécanismes pour y remédier. Et pourtant non. Le seul avantage dont ils disposent est 4 fioles de poison, qui, dans 95% des cas, servent à rien. Le seul véritable tueur à en profiter est le premier, qui grâce à ses fioles peut frapper plus facilement. Il est aussi important de noter que pendant la mascarade, les 2 camps étaient privilégiés. Les 2 côtés disposaient d'aides équitables. Le tueur pouvait briser des palettes à distance, les survivants pouvaient bloquer un point de saut. Mais dans cet événement, les survivants ont tout obtenu, et les tueurs sont devenus officiellement des moniteurs de vacances à temps plein. Par rapport aux récents événements, parmi tous ceux que nous avons eus, le sombre banquet se distingue par le nombre réduit d'identités proposées. Bien qu'il contienne de bonnes idées, la mécanique des archives apporte progressivement un nouvel objet interactif accompagné d'un texte d'ambiance. Une idée intéressante mais qui manque d'intérêt réel car elle n'apporte pas beaucoup d'informations. Au moment où j'écris cette vidéo, on ne sait pas encore si ces objets raconteront quelque chose sur les récits de Dead by Daylight. Les tables de banquet qui apparaissaient sur certaines cartes originales constituaient une idée excellente. Bien réalisée grâce au drapé, mais rien d'autre ne change vraiment sur la carte, à part quelques décorations sur les casiers, les crochets et les générateurs. Pourtant, en voyant ce qu'ils ont réussi à faire avec cette zone, j'aurais souhaité que le reste soit aussi soigné. Les cosmétiques n'ont clairement pas fait l'unanimité. Je les trouve plutôt réussis et beaux, mais je comprends qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Finalement, avec tout cela, on obtient un événement sans âme, qui n'attire que les joueurs souhaitant simplement accumuler le plus de points de sang possible. Les gens ne jouent pas pour l'événement, mais pour progresser. Avec les plats, même les survivants sont privés de l'essentiel du plaisir de leur jeu, la poursuite. Il vous suffit de manger un plat pour être sûr de gagner la course. Cet événement n'est pas amusant, les joueurs ne s'amusent pas, ils optimisent leur jeu et passent d'une mascarade pleine d'âme à un goûter d'anniversaire sans saveur, rendant la déception encore plus amère. Dans cette partie, je vais examiner ma vision sur la façon dont ils pourraient limiter les dégâts lors de cet événement. Bien qu'ils aient de nombreuses bonnes idées, celles-ci ont été très mal mises en œuvre. Commençons par le point le plus essentiel, l'équilibrage, et en particulier les plats. Je pense sincèrement que les tueurs devraient aussi pouvoir consommer ces plats et remplir les tables de banquet. Cela permettrait des stratégies créatives et équilibrerait considérablement le mode de jeu tout en ajoutant un véritable aspect ludique. Pourquoi ne pas ajuster légèrement les statistiques des effets lorsqu'un tueur consomme un plat pour éviter qu'ils deviennent déséquilibrés? Pour le premier plat, je conserverai l'effet actuel. Personnellement, je trouverais hilarant de voir un tueur foncer à grande vitesse pour blesser quelqu'un, ce qui apporterait aussi un plaisir aux survivants s'il parvient à s'échapper. Une fois la table remplie, le tueur devrait obtenir un gain de vitesse constant pendant cette période. Pour le second plat, en revanche, il faudrait modifier légèrement l'effet. Remplacer l'invincibilité au coup par une immunité à l'aveuglement et à l'étourdissement. Quand une table de banquet est complète, les palettes déjà abaissées devraient être relevées et bloquées par l'entité.
Quant au dernier plat, je n'apporterai pas de grands changements, si ce n'est que le tueur pourrait aussi devenir invisible. Cependant, je pense que le tueur devrait toujours voir les marques d'éraflure du survivant devenu invisible. Comme lorsque l'esprit phase. Dans ce cas, si le tueur peut aussi profiter des plats, il faudrait bien évidemment supprimer les fioles de poison. Le mode de jeu doit rester équilibré des deux côtés. J'aurais aussi retravaillé les cartes originales un peu plus soigneusement, en étalant les éléments sur les 4 coins de la carte jusqu'au cercle où se trouve le grand drapé avec la table de banquet. C'est un petit changement qui donnerait réellement l'impression que la fête que l'on célèbre nous met à l'honneur. Ensuite, on devrait vraiment avoir l'intervention d'un personnage central du lore de Dead by Daylight, comme le Sombre Vallon par exemple. J'ai l'impression qu'ils ont essayé, mais sans que cela ne prenne trop. Que ce soit avec le skin du Docteur, personnage qui dans son lore a un lien indirect avec cette secte qui vénère l'entité. Mais pourquoi l'épidémie, Tori et Dredge ont été écartés alors que eux ont un lien direct? Peut-être les skins sortiront aux prochaines éditions s'il y en a. Et pour finir, j'aimerais vraiment que les archives interactives restent in-game après l'événement. C'est une très bonne idée de nous donner des artefacts à la même manière qu'un Resident Evil. Ça nous donne réellement l'impression de participer, mais il faudrait qu'ils soient mieux travaillés. Cet événement n'est pas mauvais, mais il reste incomplet. Son exécution laisse à désirer, tout comme sa conception initiale. C'est un potentiel gaspillé. L'événement a déçu les deux camps. Les tueurs jugent le mode de jeu difficile à apprécier et ont vite l'impression de ne pas pouvoir agir. Les survivants, eux, ont perdu le plaisir du jeu. Il est devenu si simple pour eux d'échapper aux tueurs que beaucoup s'ennuient après plusieurs parties. La triste réalité est qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas créé cet événement pour satisfaire leur communauté. On ressent plutôt qu'ils l'ont fait par souci de rentabilité et non de rejouabilité. Pour un événement censé nous combler, il nous a finalement laissés sur notre faim.